Il n'y a pas beaucoup d'entrées en matière aujourd'hui par rapport à cette émission parce que j'aurais voulu, et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on commence tout de suite avec ce qui est arrivé à Kinshasa aujourd'hui, c'est-à-dire hier et aujourd'hui. Et bienvenue Bakoumani qui était avec son badge déjà tout à l'heure. Ces Africains qui sont venus à Kinshasa avec ce forum des médias pour parler de la Renaissance africaine. On a trouvé là des grandes signatures, des grands journaux qui sont venus aussi bien du Mali, du Sénégal, du Cameroun, du Tchad. On a trouvé là du Kenya aussi. On a vu Eric Chinge qui est venu du Kenya, un grand journaliste d'ailleurs avec lequel nous avons beaucoup travaillé, notamment il a été à la Banque mondiale responsable de la presse là-bas. Quel est l'objectif aujourd'hui de réfléchir à la place de ceux qui, enfin, on les appelle maîtres à penser. Vous étiez un peu, je dirais, dans le rouage de cette manifestation, qui est aujourd'hui considérée comme étant le contrepoids de ce qu'on a appelé les rappeurs au service de la démocratie. Y en a marre et Balai Citoyen. Là, c'est plutôt un cran au-dessus. Ah oui, absolument. Là, on a voulu que les choses soient mises à l'orbite à travers cette rencontre. Le plus important, c'est que les Africains sont venus parler Afrique. Et les conférences qu'on a suivies lors de ces symposiums étaient d'une grande qualité. On retiendra ce que nous a dit le professeur Kamana, oui. Godefroy Kamana, également Kabongo Malou. Réinventer l'imaginaire africain. Ben oui, il faut retourner aux sources. Il faut retourner aux sources. C'est justement l'avantage avec les journalistes, c'est que nous, on peut se permettre certaines choses que les politiques ne peuvent pas. Et nous avons donné le ton. Il faut retourner aux sources. Nos sources, c'est l'Égypte pharaonique. Pourquoi est-ce que les uns peuvent dire que nous sommes peuple élu et que nous, Africains, ne pouvons pas dire que nous, la civilisation a commencé avec nous? Et nous devons le dire en l'affirmant et avec fierté, en l'assumant également. Sans embâche. Sans embâche, on le dit clairement que la civilisation, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça a commencé avec nous. Notre vitrine, c'était l'Égypte. La source, c'était en République démocratique du Congo. Pourquoi pas? Mais à partir des camps, la parole va tourner. À partir des camps, il y a eu justement ces lavages des cerveaux pour expliquer aux Africains que tout ce que vous avez comme patrimoine, le soubassement que vous avez, vos ancêtres, vos us et coutumes, tout ceci c'est rien. D'ailleurs, on se rappelle que les églises, à l'époque, la lettre le roi Léopold II écrivait les ecclésiastiques à l'époque, ceux qui étaient venus pour nous évangéliser. Il faut leur dire que les religions, c'est du satanisme. Oui. N'est-ce pas? Oui. À partir de quand on a commencé à détruire la mémoire collective? À partir du choc entre les civilisations occidentales. La civilisation occidentale, par essence, c'est une civilisation des ruses, c'est une civilisation des violences, c'est une civilisation des barbaries. Ah, tous les instruments sont bons pourvu qu'on en service les autres. Des ruses. C'est ça la civilisation. Oui, il n'y a pas autre chose que ces mots durs. Je ne fais pas l'économie des mots parce que ça traduit fidèlement l'état d'esprit de nos frères européens. Ce sont nos frères, on est tous des êtres humains. Oui. Et ils nous ont déshumanisés déjà à l'époque de la traite négrière. Vous voyez le nombre de morts qu'il y avait à l'époque. Mais quand tu dis qu'ils ont amené quand même la civilisation. Non, Jean-Marie, ils n'ont pas amené la civilisation, bien au contraire. Lorsqu'ils ont créé des machines avec la révolution industrielle, oui. Ils n'avaient plus besoin de la main-d'œuvre gratuite venue d'Afrique. Ils n'en avaient plus besoin. Ils se sont dit, bon, pour un peu de morale, pour paraître bien, mettons un terme à l'esclavagisme. Mais fondamentalement, ils n'étaient pas disposés à le faire. En plus de cela, Jean-Marie, et c'est là qu'il faut que les Africains se réveillent, il y a eu une sorte de formatage qui s'est passé pendant des siècles, je peux dire. Oui. Et il faut actuellement déformater l'Africain. Il faudrait que l'Africain... Mais comment vous allez déformater, et on donnera la parole à Denis Safou, déformater les Africains lorsque eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs de leur existence? Il y a une espèce de déni de soi. Non, du tout. On pense que par l'autre. On le voit avec nos opposants ici, ou bien notre classe politique, tout simplement, y compris même c'est de la majorité. Aussi longtemps que les États-Unis n'ont pas dit, aussi longtemps que la France n'a pas dit, eh bien, ils ne prennent pas
des directives claires. Ah ben heureusement que vous parlez de la classe politique. Oui. Moi, je ne suis pas dans ces strates-là. Oui. Moi, je reste dans la population. Mais les journalistes se sont pris en charge. Il ne faut pas attendre que ça vienne des politiques. Nous avons donné le temps. Les professeurs d'université nous ont accompagnés. Et il faut que demain, hein, les médecins prennent également l'avance, que les tradipraticiens soient valorisés, parce que nos ancêtres qui ne souffraient pas des cancers, qui n'avaient pas des AVC, comment se fait-il que aujourd'hui nous avons des AVC, des myomes, hein, nos dames ont des myomes, nos sœurs ont des myomes. D'où ça vient tout ça? Mais la nourriture, hein? Ah ben oui, justement. Les habitudes de consommation. La nourriture importée. Si on se déformate, on part de notre source, hein, la civilisation pharaonique qui avait ses sources ici en Afrique centrale. Dites-vous, nous allons vers Daniel Safou, c'est un retour aux sources ou c'est un reconditionnement qu'il faut appliquer? Avec ces colloques, on a bien vu que les intellectuels, souvent dans cette émission, vous dites il faut réformer la classe politique congolaise. Il faut une certaine redéfinition de la manière de penser. Tout à fait. Alors, en fait, on est entendu maintenant. Ce que j'ai beaucoup plus retenu dans ce forum, en fait, nous devons repenser notre système de pensée. Donc, c'est-à-dire qu'il faut revoir les choses autrement. Mais j'aimerais partir par une parenthèse, évidemment. Un des intervenants dans ces conférences, dans ces forums, a relevé un point aussi capital pour les Congos. Évidemment, la conférence, les forums, c'est la renaissance de l'Afrique. Lui, au fait, il a parlé, n'est-ce pas, de l'avenir de l'Afrique qui a été scellé déjà au départ avec la conférence de Berlin. C'est là où on a scellé notre avenir. En 1885. En 1885. Ce que nous appelons actuellement la communauté internationale. Hier, c'était une association. Une association, ils se sont retrouvés en Allemagne, dans une des résidences, n'est-ce pas, de Bismarck. De Bismarck. Oui. C'est là où ils ont, n'est-ce pas, scellé, n'est-ce pas, l'avenir, n'est-ce pas, de l'Afrique. Mais il y a un élément important, où il a parlé de la désorientation, n'est-ce pas, du peuple congolais. Les combats de Kimbangu déjà, quand vous prenez la charte, n'est-ce pas, coloniale, l'article 4, donnait déjà la citoyenneté, la nationalité aux Congolais. Et lorsque Léopold II prend la colonie congolaise, il occulte l'article 4. C'est-à-dire que nous étions déjà une nation. Une nation. Nous étions déjà une nation. Déjà à la sortie, n'est-ce pas, de la Convention de Berlin, la charte coloniale prévoyait que c'est une nation. Et Kimbangu était déjà avisé à l'époque, un illuminé par son intelligence, un clairvoyant. Et Kimbangu constate qu'on occulte, n'est-ce pas, l'article 4, n'est-ce pas, de la charte coloniale, qui nous donnait, n'est-ce pas, les prérogatives, n'est-ce pas, des citoyens. Et Kimbangu va en faire un combat, dire à ses concitoyens que nous devons chercher Dipanda Yazole. Dipanda Yazole, c'est-à-dire, d'ailleurs, le conférencier a démontré que le combat de Kimbangu s'est achevé, n'est-ce pas, le 30 juin 1960. C'est ça Dipanda Yazole. C'est-à-dire qu'on désoriente Kimbangu dans son combat politique pour le contextualiser, n'est-ce pas, dans une dimension religieuse. Alors qu'il était purement politique. Non, il était beaucoup plus politique, que son combat est politique. Le combat n'est pas religieux, c'est une désorientation. Une grande désorientation. Lui qui réclamait Dipanda Yazole par rapport à l'article 4 de la charte, n'est-ce pas, coloniale, et quand l'homme blanc constate que... La charte de l'AIC. La charte, merci beaucoup, la charte de l'AIC. Pendant que l'État indépendant constate que ce monsieur est en train d'éclairer ses concitoyens, on doit désorienter son combat. Faisons de ce combat un combat religieux. C'est un prophète, un homme dédié, il a reçu les messages du Christ. Mais le vrai combat de Kimbangu... On voulait le présenter comme étant un illuminé. Quelqu'un qui avait une révélation, donc la mission pas quelque chose de scientifique. Nous, journalistes, devons réveiller les combats de Kimbangu. Les combats de Kimbangu qui réclamaient Dipanda Yazole. Nous, jeunes, en français parce nous que devons c'est pas réclamer tout le monde qui... Dipanda Yazole. Oui. L'indépendance que nous cherchons aujourd'hui, le vrai indépendance, nous devons saisir les axes. Qu'est-ce que nous devons faire, nous, au Congo, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine scientifique, dans le domaine de la technologie, dans le domaine éducationnel? Donc, les vrais problèmes... Mais si le Congolais lui-même, il est dans du congolo-pessimisme, il n'est pas sûr de lui-même, il rejette tout ce qui lui arrive comme marque d'indépendance. Et la résistance, par exemple, de beaucoup de dirigeants congolais face
à l'oppression internationale, c'est par rapport à cette affirmation justement. Mais si les Congolais moyens ou ceux qui se présentent comme étant de la classe politique refusent justement cette pensée congolaise en s'alignant, on le voit très souvent d'ailleurs, ceux qui vont vers le Rwanda, ceux qui vont vers Herman Cohen, etc. Tout ceci, c'est chercher de mettre à penser. Mais c'est Jean-Marie. Comment voulez-vous que ça fonctionne, cette dépendance de Kimbangu? Oui, au fait, c'est un problème de nos dirigeants. Vous verrez, à la conclusion, nous sommes dit, nous devons associer les politiques, les décideurs. Vous remarquez, je vous fais une révélation. L'actuel président de la Chine, il a étudié où? Aux États-Unis. Quand il vous parle, il fait semblant comme s'il ne connaît pas l'anglais. Ça veut dire quoi? Nous, au Congo, nous ne préparons pas la classe dirigeante demain. Que faisons-nous de nos enfants? Que faisons-nous de nos enfants? Nous construisons des écoles sans pour autant construire les enseignants. Nous préparons les dégâts des bombes, n'est-ce pas, fragmentation massive. Mais cette destruction a été faite je vous prends un cas, M. Jean-Marie, je vous prends un cas. Oui. Nous-mêmes, nous détruisons notre identité. Je prends les cas du Japon et de la Chine. Les Japon constate, la Chine, je prends la Chine. La Chine constate, je dois développer mon pays. De moi-même, je ne saurais pas. Je prends ma jeunesse, je les envoie ailleurs pour aller apprendre. Mais c'est Jean-Marie, nous devons reconnaître au cardinal Maloula un effort. À l'époque, le cardinal Maloula s'est bâti à ce que les jeunes puissent avoir les bourses, aller étudier ailleurs. Mais malheureusement, nos frères mouvanciers qui envoyaient sur leurs enfants, ils sont retrouvés, n'est-ce pas, dans les histoires des musiciens et consorts. Mais les peu de professeurs que nous avons, ce sont ceux-là qui Maloula a occasionné pour qu'ils aient étudié. Que fait le gouvernement aujourd'hui pour la jeunesse? Combien on envoie pour aller apprendre? Combien on envoie pour aller maîtriser la science et revenir au pays afin de réduire l'écart? Je vous ai donné le cas, n'est-ce pas, de l'actuel, n'est-ce pas, président de la Chine. La Chine l'a envoyé aller étudier aux États-Unis. Aujourd'hui, il est président, n'est-ce pas, de la Chine. Donc, ça veut dire quoi? Nous devons préparer l'élite. En préparant l'élite, nous devons avoir des paramètres, des pesanteurs, notamment l'identité culturelle de tout un peuple. Lorsqu'un peuple perd son identité, il perd des repères. C'est comme ça que vous avez vu, nous nous sommes dit, nous devons retourner à la source. Je vous dis, parmi les axes développés dans ces forums, nous devons aussi développer, on a connu des sociétés secrètes de notre pays. Beaucoup vont dans beaucoup de choses, la Rose-Croix, l'Ordre Famon. Mais nous, en Afrique, nous avons nos sociétés secrètes qui ont opéré. J'aimerais terminer par là, M. Jean-Marie. Oui. En Bougimaï, par exemple, chez les Louba, ceux qui creusaient de l'or, des diamants, on choisissait une personne, aller vendre des diamants. Oui. Mais cette personne-là vend des diamants, il vous retourne avec l'argent. Aujourd'hui, ça peut se faire encore. Non. On vous donne les diamants, les vendre. C'est-à-dire quoi? Il y avait une dimension mystico-spirituelle qui constituait même les comportements, n'est-ce pas, de l'environnement, des citoyens, des concitoyens. On a perdu beaucoup de valeurs. Très bien. Retour à la source. Il faut que la parole tourne. Ludo Balekiraï, la pensée collective qu'il faut réformater. Quand disait Bienvenue Bakoumani tout à l'heure, est-ce que la question n'est pas au niveau... allez, on épouse très facilement la pensée occidentale, croyant qu'on est plus développé en étant plus moderne, trop moderne. Tout à fait. Ou en épousant ce que le maître a dit, comme on dit en Swahili, Muzungu anasema. Et c'est ça qui en est abruti en quelque sorte. Tout à fait. Le Congolais, enfin l'Afrique. Enfin, oui, toute l'Afrique, tous les Africains d'une manière générale. Je voudrais faire une approche un peu historique de la question. D'abord, lorsque Lévi Brûle et tout le courant des pensées qui a suivi ces hérésies lorsqu'il a considéré que l'Afrique était un continent historique et que l'homme noir n'avait pas d'âme, n'avait pas... Oui, comme disait Sarkozy, voilà. l'Africain n'est jamais entré dans l'histoire. Justement, ce sont des thèses qui ont qui est sorti de rendu l'homme, le nègre, incapable de considérer qu'il avait le meilleur de lui-même à donner à l'humanité. Et donc, il a fallu attendre que l'antithèse soit développée, entre autres, par le Tchèque Anta Diop, autour des années 1948, lorsqu'il a lancé le concept, de la Renaissance africaine, en donnant la possibilité de faire comprendre aux Noirs qu'ils avaient quelque chose de meilleur à apporter à l'humanité. Avec l'égyptologie. Et en abordant en 1982 la problématique des origines pharaoniques de les lettres, en mettant l'accent sur la pigmentation comme l'effet qui a fait que le noir, les blancs soient ce qu'ils sont, mais ils sont le fruit, ce sont des originaires d'Afrique, ce qu'il a dit dans
civilisation ou barbarie, anthropologie sans complaisance. Il a problématisé, il a thématisé cette pensée et il a fallu qu'une génération vienne pour l'appuyer, notamment les Birago Diop, les Kwame Nkrumah et tous les autres qui ont bien avant lui entonné la même musique. Les gens marqués là, qui ont perpétré par leurs écrits cette volonté qu'il fallait vraiment mettre en œuvre pour que l'identité de l'homme africain soit mise en valeur face à la thèse négationniste de l'Occident. Quand nous lisons par exemple l'Afrique des villages oui. de Jean-Marc Ella, la ville en Afrique noire, oui. le cri de l'homme africain, ou l'Afrique est mal perçue d'Henri Dunant. Oui, voilà, oui. tout à fait. Oui. Cheikh Anta Diop pour l'honneur de penser de Jean-Marc Ella. Oui. Quand vous lisez tous ces écrits, Axel Kabou, l'Afrique va-t-elle mourir? Oui. Kamana et si l'Afrique refusait le développement? Voilà, si l'Afrique va-t-elle mourir, c'est Kamana. Et si l'Afrique refusait le développement, c'est Axel Kabou. Quand vous lisez tout ce courant des pensées des jeunes écrivains africains, vous sentez qu'il y a une volonté réelle de pouvoir réinventer l'Afrique, de donner à l'Afrique de nouvelles chances d'être un partenaire vraiment valable face à l'Occident. Mais malheureusement, ce sont les médias qui ont été utilisés par l'Occident pour pouvoir affaiblir l'Afrique. Mais pourquoi il n'y a pas de répondant? Malgré les Axel Kabou, malgré... vous prenez un journaliste comme Céline André Mirado, que moi j'ai connu, il était très révolté. Il travaillait à Jeune Afrique, mais il était très révolté par rapport à une certaine domination mentale qui consistait à dire des nègres, vous n'avez rien compris, tout ce que vous faites chez vous, c'est barbare. Effectivement, tout à fait. J'allais en arriver là. Donc je disais qu'avec cet élan pour la redéfinition et la réinvention de l'identité africaine, on avait vraiment de l'espoir qu'un jour l'Afrique serait vraiment un continent qui avait à dire dans la marche de l'humanité. Mais malheureusement, avec les années 60, l'Occident s'est arrangé pour mettre à la tête des pays africains qui venaient à peine d'accéder à l'indépendance, des chefs d'État que moi j'appelle des canaux transmetteurs de l'idéologie occidentale, dans la mesure où tout ce qu'ils faisaient, c'était pour se maintenir au pouvoir. Voilà. Ce sont des gens qui ont trahi un peu l'élan, n'est-ce pas, donné par les Cheikh Anta Diop, les Birago Diop, et même les Aimé Césaire, les Nasser et tous les autres. Et nous nous retrouvons autour de la décennie 90 avec des chefs d'État révolutionnaires, nationalistes, mais que l'Occident a effacé à travers la pratique des assassinats, des révoltes populaires montées de toutes pièces dans les laboratoires occidentaux pour pouvoir fragiliser les dirigeants. Et la décennie 2000 jusqu'à ce jour, on a vu la résurgence, l'émergence d'une nouvelle élite nationaliste africaine, mais qui est fragilisée par la Cour pénale internationale, comme une épée de Damoclès sur les têtes des dirigeants africains. Vous faites ça, et ainsi de suite. Mais le même Occident qui demande aux dirigeants africains de tenir compte des aspirations de leur peuple, de leur population, le même Occident favorise aussi d'autres chefs d'État qui, même en violation de leur constitution respective, se maintiennent au pouvoir, briguent autant de mandats, tout simplement parce que non, il a envoyé ses troupes combattre les Boko Haram, je ne sais pas dans quel désert, l'autre il a fait ça, il faut lui donner encore la chance. Et il y a même des chefs d'État africains qui soutiennent ceux qui sont arrivés au terme de leur mandat constitutionnel et qui doivent s'en aller. Et donc vous comprenez que nous sommes en difficulté. Et les médias portent une lourde responsabilité dans ceci parce que les médias ont été de relais de ce que j'appelle aussi les médias globaux, des médias impérialistes. Et vous constatez que pour fonctionner, les médias africains ont besoin des financements de l'Occident. Les éditeurs ont besoin d'envoyer leurs enfants et faire les études aux États-Unis. Vous n'avez qu'à voir lorsqu'on joue la loterie ici, combien, je voudrais parler essentiellement des journalistes, combien envoient leurs enfants jouer la loterie pour aller étudier. Donc c'est une exportation des cerveaux qui pouvait servir à la réinvention de l'Afrique. Et donc nous, les médias, nous portons une grande responsabilité en étant les marchepieds de nos propres dirigeants africains qui ne comprennent même pas le rôle des médias parce qu'aujourd'hui, les dirigeants africains peinent à financer les médias. Et parce qu'ils ne sont pas financés, vous trouverez les médias aller dans les chancelleries occidentales pour chercher le moyen de survie. Et cela conditionne la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. C'est un facteur. Ludor Balekela, est-ce qu'on peut dire, vous allez me donner cette réponse tout à l'heure, mais j'aimerais quand même que Harold Bedi-Bangale le dise. Est-ce que ce n'est pas la réponse au ballet citoyen, Yann Amar, etc., d'opposer
plutôt des patrons de presse, des Africains plus consciencieux d'un certain niveau, pour qu'ils puissent parler des problèmes en profondeur, au lieu d'étudier nos jeunes qui font de la musique, qui ont des thématiques tout à fait compréhensibles, mais à tel point que ce qui s'est passé hier, on l'a vu, il y avait comme une espèce de remise en cause de ce qu'on nous présente comme partenariat, comme marche commune vers l'émergence de l'Afrique. Parce que c'est un nouveau concept maintenant qu'on nous a vendu, l'émergence. Hein, c'est fini, objectif 80, les objectifs du millénaire, l'agenda 2000, etc. Jean-Marie, le problème que nous avons, c'est l'inconscience dans la conscience. C'est-à-dire que même ceux qui donnent l'impression d'être conscients sont inconscients. Ah oui. De ce qu'ils doivent réellement être, de ce qu'ils sont. C'est ce que nous appelons maintenant le paradigme de l'obscurantisme. Vous l'avez un peu dit, Muzungu ni Mungu. À l'époque, on nous a fait comprendre que l'homme blanc c'était un dieu. Heureusement qu'à l'époque aussi, il y a des auteurs qui ont écrit Rouge et les sangs de noir. C'était pour démontrer que lorsqu'on... Qui avait fait une chanson d'ailleurs. Lorsque l'on blesse un blanc, on blesse un noir, et tous deux partent, on déverse leur sang de manière différente là-bas. Pas de différence. Qui que tu sois, même le prophète, il ne viendra pas dire que ce sang-là, il appartient à un blanc, c'est un sang qui appartient à un noir. Ils sont partis de la traite de noirs à l'esclavagisme. Maintenant, nous sommes dans l'impérialisme. Tout est fait pour démontrer que l'homme noir n'est capable de rien. Et pour qu'il émerge, pour qu'il s'habille comme Jean-Marie Kassambe, il faut qu'il soit allé en Europe. Pour qu'il fasse ceci, voilà pourquoi je pense à Thomas Sankara qui, à l'occasion de l'un des sommets de l'unité africaine, à l'époque, oui, Addis Abeba. Oui, il a dit que je me suis habillé en haute volta, donc en africain. 100% la tenue du président de la République de la haute volta à l'époque, la tenue des membres de toute sa délégation était africaine, donc conçue, fabriquée, taillée dans la haute volta à l'époque. Il a su démontrer que lorsque vous prenez de grains de riz, vous plantez sur un sol autre que celui de la haute volta, la production va appartenir à ce sol-là. Elle n'appartiendra jamais à la haute volta. C'est ce genre de révolution que l'homme blanc n'a pas aimé. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé à André Kimbuta. Vous allez à la gare centrale aujourd'hui. Vous voyez une phrase odieuse qui jette de l'opprobre sur tout un peuple. À périr était Ram Saint-Ibus. La civilisation, c'est nous qui l'avons amenée sur cette terre. Et en dessous de la phrase, vous voyez des nègres ligotés, menottés et d'autres en train de construire le chemin de fer qui, selon quelqu'un dont je ne veux pas citer le nom ici pour des raisons de convenance personnelle, parce que je pourrais être en train de faire sa publicité, avait dit que sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Or, ce chemin de fer n'était pas construit pour que le Congo dépasse un penny, mais il était construit pour permettre l'évacuation de matières premières, ce qui a permis à l'époque même une convention entre l'Angola et la RDC par le biais de leur métropole pour que l'actuelle province du Bas-Congo appartiennent à la RDC et à l'enclave de Cabinda qui était un patrimoine de la RDC appartiennent à l'Angola comme c'est le cas aujourd'hui. Dans quel objectif? Pour que le Belge ait accès à l'océan à l'océan pour permettre l'évacuation de matières premières. Ça c'est de un. Oui. De deux, je suis allé en Égypte. Je me suis rendu compte que tous les pharaons étaient de noirs. Je pèse bien mes mots, Louis d'Or et Daniel. Mais sachez qu'André l'a déjà dit, donc ce n'est un secret pour personne. Et comme ces gens, non, il y a toujours j'ai parlé de l'obscurantisme. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que c'est une réalité réellement vivable et vivante. Allez dans les musées de la République arabe d'Égypte, vous vous rendrez compte que malgré le temps, rien ne s'est détruit sauf les nez des
pharaons. Oui. En bien informé, j'ai posé la question à celle qui nous disait, l'aîné? Pourquoi les oreilles ne se sont pas dégradées? Pourquoi pas les lèvres? Il y a seulement le nez. Non, elle a balbutié jusqu'à la moelle épinière. Je lui dis non, la raison, je la connais. Vous voulez nous faire comprendre que les pharaons étaient blancs? Non, ils sont venus réellement de l'Afrique et l'Afrique est noire. Donc je dis tout simplement que ce qui a été fait comme sommet de la presse, le symposium de la presse n'est pas se limiter à une aventure, parce que des symposiums, il y en a eu assez. Donc, ce qu'il y a eu doit être une occasion, non seulement d'interpeller l'élite intellectuelle africaine et congolaise, mais aussi de nous faire comprendre que nous ne devons pas nous limiter au niveau des slogans. Nous devons plutôt, dans la... Au niveau des lamentations. Oui, oui. Parce que les autres vont dire, bon, voilà. vous dites tout ça, mais c'est bien gentil, mais vous faites quoi entre-temps? Au niveau de l'agir, nous devons faire comprendre que la science est africaine. J'ai toujours donné l'exemple d'Adolphe Muzito. J'ai toujours donné l'exemple de Matata Ponyo pour dire qu'ils n'ont pas appris leur économie dans des universités occidentales. C'est dire que l'instruction et la compétence, nous en avons ici, et même à revendre. Ce que nous devons faire, se rejoindre Patrice Emery Lumumba qui a dit que l'histoire de l'Afrique doit s'écrire en Afrique et par les Africains. Et cela doit être matérialisé par leur comportement indéniablement conséquent, tout en ne mettant pas du tout de côté la symbiose des cultures prônée par Léopold Sédar Senghor par rapport au fait que de l'un, tout comme de l'autre côté, il y a de petites antivaleurs qu'il faille élaguer, mais le point commun qui doit nous unir, c'est le développement global, et en commençant par celui des Africains. Oui, alors... je voudrais placer un petit mot pour dire que cette problématique de la Renaissance africaine et les différentes approches qui sont faites autour de la question se résument en fait dans ce que Léopold Sédar Senghor disait lorsque... il évoquait cette maxime, je cite, la raison est nègre, mais l'émotion est hélène. Oui. C'est pour dire... C'est qui est un combattu d'ailleurs. Voilà, qui a été... Oui. Parce qu'on ne peut pas dire que la raison, elle est... hélène, ça veut dire blanche. Voilà, c'est ça. Pas, et que l'émotion est noire, donc les noirs sont là pour seulement se mouvoir. Oui. C'est tout un questionnement perpétuel qui doit être remis en question de temps en temps. Oui. Mais je crois que lorsque on fait une lecture approfondie du manifeste de la conscience africaine, initié en 1951. D'abord, ça a commencé comme un groupe, Conscience africaine, et puis 1953, ça devient le journal Conscience africaine, et 1956, ça devient le manifeste de la conscience africaine avec le cardinal Maloula, Iléo, et tous les autres. Vous sentez, tous ces gens-là, suivis par l'intransigeant Patrice Emery Lumumba un peu plus tard, Kasavubu Bouloué était considéré comme un modéré, vous vous rendez compte qu'il y avait une volonté réelle de réinventer la dignité de l'homme congolais et partant de l'homme congolais et partant de l'homme africain. Mais ils se sont servis des médias en créant un journal. Ils voulaient démontrer toute l'importance, tout le rôle que les médias jouent, n'est-ce pas, dans la marche de la société. Le média qui est comme véhicule de la pensée. Oui. Mais ces médias aujourd'hui, tels que ils ont été présentés et leur rôle au cours de symposium, je crois qu'ils ne peuvent pas atteindre cet objectif parce que ce sont des médias qui dépendent des pouvoirs publics. Et lorsqu'on dépend des pouvoirs publics, on est inféodé, on est fragilisé dans le traitement des informations. Moi, je voudrais faire un plaidoyer pour les médias alternatifs. Les médias alternatifs qui produisent une information qui remet en cause les différents systèmes africains en place et qui rendent compte des aspirations profondes de la population tout en gardant leur indépendance économique. Ce qui est notre questionnement parce qu'encore faudra-t-il savoir par rapport au modèle économique des médias. Les dirigeants africains respectent l'engagement de soutenir financièrement les médias pour faire leur rôle. Mais lorsque ça crépite, on recourt rapidement aux médias pour restituer. C'est ainsi que moi j'ai toujours dit que la presse est le premier pouvoir, contrairement à ceux qui le considèrent comme... Parce que quand il y a un coup d'État, on cherche d'abord la caméra, on cherche le micro. Quand il y a un assassinat quelque part, c'est d'abord la caméra. Les juges et les autres magistrats interviennent un peu plus tard. C'est pour dire toute l'importance que la presse a. Et donc les amis qui ont réfléchi sur les médias aujourd'hui ont fait quelque chose de très important, mais encore qu'il
faille qu'ils se dédouanent eux-mêmes aussi des préjugés et de leur dépendance vis-à-vis de l'Occident. Merci beaucoup. Je voulais, quand Ludor parle de la conscience africaine, c'est en réaction, n'est-ce pas, des propos de Van Bilsen qui proposait l'indépendance en 1980, 30 ans plus tard. Les Kardinal Maloula et compagnie, des Ngaola Padivon vont réagir. Et la réaction, n'est-ce pas, c'est fait par les idées, par la conscience africaine, comme venait de le dire. Ça, je te dis une parenthèse. Et là-dessus, je profite aussi saluer la pensée de Marcus Garvey et Webb Dubois. Oui. Ça sont des gens qui sont partis de l'action et à la réalisation, l'actuel Libéria. Donc, les combats en Afrique ont toujours existé. Et ces combats ont toujours aussi été affaiblis par nous-mêmes, Africains. Les problèmes des médias, ici, je vois Francibal. Je demande, n'est-ce pas, à mes concitoyens, surtout à nos confrères journalistes, de lire Francibal, qui écrit « Si la presse n'existait pas ». Ça est là, l'IFACI qui y en a, mais je crains que les jeunes... Est-ce qu'ils lisent les jeunes? Si la presse n'existait pas. Et Francibal, je développe un paragraphe, là il répond, il dit, c'est ridicule pour un pays qui gère des journalistes pauvres. C'est-à-dire le traitement de l'information n'est pas objectif. Dans ce sens-là. Donc, ça, je reviens au niveau, n'est-ce pas, là, je renvoie la balle au président de l'INPC Kinshasa. La presse congolaise est très pauvre. Très pauvre. Vous devez réfléchir là-dessus, M. Jean-Marie Kassamba. Oui. On vous a donné une grande responsabilité. On attend de vous, n'est-ce pas, une réflexion, n'est-ce pas, éclairée. Éclairée dans ce sens que comment résoudre les problèmes, n'est-ce pas, de la pauvreté des journalistes. Vous allez parler des moutons noirs et ceux qui sont réguliers, ceux qui sont professionnels, ils ne se retrouvent pas. Donc, la presse, c'est l'image, mais c'est Ludor. Quand on nous dit nous sommes un quatrième pouvoir, c'est notre débat qu'on pourra quand on nous dit, non, évidemment, nous sommes au niveau du média. On s'est dit, la renaissance de l'Afrique ne peut partir que par les médias, qui est d'ailleurs l'instrument puissant. L'instrument puissant qui peut changer les choses. Mais c'est Jean-Marie, quand nous parlons, n'est-ce pas, de la renaissance de l'Afrique, évidemment, c'est les médias. Je l'ai dit quelque chose qui m'échapperait là. Donc, les médias congolais ont un problème. Lequel? Le problème des moyens. Au-delà de moyens. Est-ce que ce n'est pas un problème conceptuel? À la conclusion. Oui. Je termine par Excusez-moi. Oui. Là, au niveau du symposium, nous sommes mis d'accord là-dessus. C'est-à-dire que c'est une action qui ne doit pas seulement être une action isolée, les jeunesses elles-mêmes. C'est une action qui demande les implications de tout le monde, notamment nos décideurs. Où en sommes-nous avec la cagnotte de la presse au Congo? Où en sommes-nous? Les 2 millions. Et où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Ça profite à qui? Or, la presse, quand on dit nous sommes un quatrième pouvoir, M. Jamal, c'est-à-dire nous sommes un œil permanent. Il y a les 3 pouvoirs qui sont là, tels que séparés là. Nous avons un œil permanent. Surtout les 3. C'est comme ça que nous sommes un quatrième pouvoir. Nous sommes un quatrième pouvoir, une première puissance. Mais Ludor, je ne suis pas que je vous complète. Nous sommes une puissance. Parce que nous avons un œil permanent. Nous regardons. Que fait le gouvernement? Il y a maintenant Transco, mais là qui n'est pas réhabilité, il veut encore réhabiliter notre société d'aviation. C'est ça notre rôle. Parce qu'il n'y a pas une opération aller-retour. Donc moi je pense, nous sommes une puissance que l'État devrait assister. Et utiliser même pour des fins utiles. Merci beaucoup. Ne monopolisez pas. Une puissance, on ne l'assiste pas. Oui, une puissance, elle l'est. On est une puissance. Donc le vrai problème... Le tigre n'a pas besoin de proclamer sa tigritude. Le vrai problème, c'est que ce que vous avez posé comme question, la conception, il faut qu'on développe des intelligences. Moi, je vais prendre une illustration. L'Occident a développé des intelligences. On s'est dit comment dénigrer davantage, comment tuer davantage les Africains dans leur âme. Et RFI nous crée Maman. Un Africain qui dénigre à longueur de chaque journée matin les États africains. Il peut dénigrer les régimes. Moi, avec les régimes, on n'a pas de rapport. Mais on dénigre des États africains. Tous nous applaudissons le matin. Qu'est-ce que nous avons développé en réaction à ce dénigrement quotidien contre les Africains? On n'a rien développé. C'est une question des intelligences, plus question des intelligences que de moyens. Lorsqu'on aura développé des intelligences, les moyens viendront absolument. Voilà, mais pourquoi mais pourquoi? On va changer de sujet, mais j'aimerais quand même, Harold Badibanga, que ceux qui nous suivent comprennent une chose, enfin, essayer de comprendre une chose. Pourquoi, dans les chefs des médias, il n'y a pas cette remise en cause qui consiste à dire les schémas proposés par l'Occident, ce n'est pas le meilleur pour nous.
on peut opter pour un autre schéma et qui fonctionne. La résistance à ces schémas-là, est-ce que c'est une espèce de rébellion sans fin? Parce qu'on a vu avec Lumumba, on a tué Lumumba, il n'y a pas eu de résistance, enfin, il n'y a pas eu de suivi. On a tué Mouzé, par exemple, il n'y a pas de suivi. Sankara a été tué, et aujourd'hui on dit on va faire le procès de Sankara. Mais il n'y a aucun média qui dit, mais qui a tué Sankara? Est-ce que c'est Blaise Compaoré qui a tué Sankara? C'est qui a tué Sankara, les idées de Sankara. Oui, non. Les idées qu'on doit relayer à la jeunesse. Parce que, n'est-ce pas? On dit, on a chassé Compaoré, il faut faire le procès de Sankara. Mais est-ce que les médias ont posé déjà cette question? Qui a tué réellement Sankara? Je vous ajoute, Jean-Marie Kassamba, lorsque M. Laurent Désiré Kabila fut assassiné, alors que tout le peuple congolais était en émoi, il y a même des images. Aujourd'hui, les militaires étaient en train de pleurer avec armes. Oui. Il y a un reportage réalisé en bonne et due forme. Je ne sais pas trop bien, entre guillemets, dans les rues de Kinshasa, mais qui est passé sur RFI, Radio France Internationale, qu'on appelle en Abidjan, Yopougon et partout là, Radio Foutaise Internationale, pour des raisons que les Ivoiriens connaissent. Oui. Ce reportage faisait état des Kinois qui ne s'intéressaient pas trop à la vie de Mouzé. Oh, on ne sait pas s'il est mort, et même s'il meurt, on s'en fout. Entendez. Et c'est un journaliste de RFI, c'est un secret de Polichinelle, qui a été surpris dans un pays en guerre alors qu'il était envoyé spécial reporter là-bas, qui donnait l'impression à sa rédaction centrale à l'époque qu'il était sur le terrain de guerre, alors que enquête faite, il s'enfermait dans sa chambre à coucher alors qu'il avait peur d'aller au front. Il prenait des cuillères et une assiette en train de taper. Et le bruit là, il faisait entendre à sa rédaction que c'était des crépitements. Vous vous rendez compte que telle médiocrité n'a jamais eu lieu dans le chef d'un média africain. Mais lorsque RFI parle, c'est le magister Dixit. Tout le monde arrive à se taire. Parce que on est dans cet obscurantisme. On ne comprend pas que la ligne éditoriale, telle que définie par les maîtres du journalisme moderne, n'a rien d'objectif en dehors du patriotisme. À un journaliste américain, vous ne direz pas de marcher sur les intérêts des États-Unis au nom des théories journalistiques. Pour vous compléter, on voit maintenant un condamné à mort en Indonésie pour trafic de drogue. La France s'élève. On a tout fait pour qu'il ne soit pas exécuté. Donc, la responsabilité que nous avons en tant que médias en Afrique, c'est de prôner l'adaptabilité contextuelle de tout ce qu'il y a comme principe. Sinon, nous allons naviguer à vue. C'est pourquoi j'ai dit, ce symposium-là qui a été tenu ne vaut rien sans pragmatisme. Jean-Marie, je finis par là et c'est très important. Bruen Mambi a écrit, c'est un expert de Open Society. Il a démontré que la première erreur que l'Afrique a eu à commettre, c'était d'accepter les premières limites du continent africain, tracées sur base d'un papier et d'une latte en Europe. Et les tout premiers présidents africains qui ont hérité ce continent après la décolonisation ont accepté. Maintenant, nous avons un problème de nationalité alors que nous sommes d'abord africains. Vous ne demanderez pas au Mukongo du Congo-Brazzaville, celui de la RDC et de la Zambie, le Mubemba de la RDC et de la Zambie, de ne plus se considérer comme frères. Allez à l'Ouest et vous vous rendrez compte que la territorialité n'a rien à faire. Les tombes, une ligne est passée dans une tombe où le corps d'un chef coutumier, un Mwami, est divisé entre le Congo-Brazzaville et la RDC. C'est odieux. Et enfin, Kimbuta doit nous aider. Il doit aller en tant que gouverneur de la ville de Kinshasa, nous effacer la phrase « apérir eteram sentibus ». C'est écrit en latin, lui c'est mathématicien. Parce que cette phrase-là nous traduit quoi? Ça n'a rien à voir. La civilisation, voilà pourquoi je suis en train de l'aider. La civilisation, c'est nous qui l'avons apportée dans ce pays. Absolument. La civilisation, selon l'homme belge, c'était le caoutchouc rouge. Oui. C'était les bras de nos ancêtres qu'on a coupés. C'était le fait que même quand tu es très fatigué et malade, tu te dis, je dois me faire soigner, je ne vais pas au champ
on vient te fouetter. C'est ridicule. Le gouverneur Kimbuta doit nous aider dès demain à effacer cette très rapidement, pour revenir à la question initiale, parce que nos éminents confrères qui sont venus de plusieurs États africains, dans le cadre de ce symposium, sont à Kinshasa, peut-être qu'ils nous suivent. Absolument. Je voudrais faire une proposition, je voudrais formuler un vœu pour l'avenir et surtout en rapport avec la problématique de la renaissance africaine. Je voudrais que les médias africains puissent s'assumer. Lorsque les médias africains constatent que la classe politique africaine, les dirigeants africains qui refusent nos micros africains, et lorsque RFI arrive, ils se précipitent. Oui. Lorsque on se rend compte que dans leurs propos, qu'il s'agisse de l'opposition ou de la classe politique au pouvoir, ils vont à l'encontre des intérêts supérieurs des peuples africains. Il faut décréter l'embargo sur ces acteurs politiques-là au niveau de l'Afrique. Aucun média africain ne peut parler d'eux, aucune télévision, aucune radio ne peut parler d'eux. Il faudrait que ces gens-là soient sanctionnés. Quel que soit leur niveau de responsabilité au sein des États africains, il faut que la presse soit sévère. C'est à ce prix seulement que la presse aura contribué à l'invention et à l'invention de la Renaissance africaine. Changeons de sujet. Non, juste une parenthèse. Bienvenue, c'est grâce à Bienvenue d'ailleurs, je ne fais pas son apologie, la primature organise quelque chose où les journalistes invités sont des étrangers. Aucun Congolais. C'est Bienvenue qui va réagir, on va réagir. Ça veut dire quoi? Donc, je soutiens la thèse, n'est-ce pas, de Ludor. Nos dirigeants, d'abord, ils n'ont pas de la considération. Allez dans les cabinets ministériels. Si un journaliste est congolais, il va là-bas. Mais lorsqu'un étranger arrive, on l'accueille rapidement. On a du mal d'accéder à l'information dans notre propre pays. Nos ADG ici, nos ministres ici, ont du mal à nous recevoir. Est-ce que je peux me réveiller un bon matin, aller auprès des Matata, lui poser 2-3 questions, des questions relatives, n'est-ce pas, à l'économie du pays, si les cadres macroéconomiques, je pense que le message n'aurai pas l'accès. Le message est passé. Le message est passé. Dorénavant, grâce à ce symposium, par rapport aux propos que Ludor vient de tenir, des propos aussi savants, pour la première fois, j'accepte mon ami. Non, il ne faut pas dire nos dirigeants, il le dit souvent. Dès lors que nous venons de sortir de ce symposium, ils doivent développer un respect à l'endroit des journalistes. Nationaux. Nous parlons avec notre président. Il va nous accompagner dans cette initiative. Et on doit revoir à ce sens que les génies créateurs, l'imagination que nous allons développer, qui puissent en tout cas nous supporter en tant que tels. Parce que bien a dit, une puissance ne pleurniche pas. Réellement, nous voulons maintenant réaliser notre puissance. En tout cas, ceux qui dirigent. J'aimerais d'ailleurs, nous allons aux élections, que certains se disent que non, je ne serai pas candidat, parce que les journalistes ont pris conscience de leur. Voilà, absolument. Merci beaucoup.